Donc, on va commencer notre cours. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire une petite introduction générale au droit général. Donc, pour essayer de comprendre c'est quoi le droit en Algérie. Donc, il y a une règle générale en matière de droit. Ah, au fait, si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, vous m'arrêtez immédiatement, d'accord? Donc, je disais, il y a une règle générale en matière de droit qui dit que le droit doit être objectif. Alors, le mot droit peut avoir beaucoup de sens déjà. Mais celui que nous allons comporte deux ensembles différents. Donc, il y a d'abord la notion de droit objectif et la notion de droit subjectif. Est-ce que vous connaissez déjà le sens du mot objectif et subjectif? Vous pouvez répondre soit Euh, par... monsieur, direct, Oui, oui, allez-y, il n'y a pas direct de ou souci. indirect? Non, c'est pas dans le sens direct ou indirect, non. Donc, généralement, quand... C'est Oui, C'est donner son avis personnel ou rester neutre. c'est presque ça. Alors, généralement, quand on parle de droit objectif, on parle de droit objectif quand on parle de l'ensemble des règles de conduite qui vont régir le rapport entre personnes et leurs actions. Par contre, on parlera de droit subjectif quand on parlera de prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus. Par exemple, quand on parle de droit de propriété, là, on parlera de droit subjectif. Donc, les individus objets, si vous voulez, de titulaires de ces droits, on va les appeler les sujets de droit. Pourquoi dans ce cas-là on parle de droit subjectif? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est réellement, en quelque sorte, propriétaire. C'est uniquement une partie de la population qui peut se targuer de dire, nous, on est des propriétaires. Donc, il faut savoir que plusieurs règles existent généralement dans les sociétés. Quand on parle de société, je ne parle pas de société commerciale, mais au sens de société, comment dire, on dit, de la population. Mais généralement, en dehors des règles qui régissent une société, il faut savoir que la règle de droit se distingue par certaines caractéristiques. D'abord, la règle de droit est générale et en même temps, elle est abstraite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'on ne s'adresse pas à une personne en particulier quand on va définir une règle de droit, mais on va s'adresser à tout le monde, dans le sens où il n'y a pas une loi qui est propre, par exemple, à Hamadash et une loi qui est propre à Ben Abdullah. La loi est censée s'appliquer de la même manière à Hamadash et à Ben Abdullah. Et ceci sans nommer la personne en particulier. Là, il faut savoir aussi qu'une règle de droit s'applique aux personnes qui l'ignorent aussi. C'est pour ça qu'on vous dit généralement, nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous ne pouvez pas dire, voilà, vous ne pouvez pas me mettre en prison parce que je ne connaissais pas cette loi. Ou bien je ne savais pas que c'est interdit. Donc vous ne pouvez pas me punir. Ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route face au droit. Il faut savoir que le caractère général aussi d'une loi n'empêchera pas certaines règles qui vont concerner certaines catégories de personnes. Mais là, par exemple, si on vous dit, voilà, il y a une loi qui concerne les propriétaires, il y a une loi qui concerne les commerçants, il y a une loi qui concerne les salariés, il y a une loi pour les médecins. Là, vous remarquerez que ça va être des exceptions de droit. C'est pour cela qu'on vous dit que la loi doit être générale, donc les textes généraux doivent s'appliquer à tout le monde, mais il y a des lois particulières qui vont s'appliquer à des catégories de personnes. Mais elle ne s'appliquera pas à une personne bien définie. Dans le sens, imaginons qu'il y a une loi qui s'applique à la sécurité informatique, on ne va pas dire que cette loi concerne uniquement Hamadash, ou bien qu'elle concerne uniquement Jabri. Pourquoi? Parce que là, c'est contraire à l'équité entre les gens. Mais dire que c'est une loi qui concerne les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité, pourquoi? Elle peut exister pour la simple raison que ces gens
ont certaines spécificités que d'autres personnes n'ont pas. Donc, ils ont certaines règles particulières qu'ils doivent respecter. Alors, la deuxième caractéristique du droit, c'est de dire que les règles de droit est une règle obligatoire. Ça veut dire tout simplement que les règles de droit sont faites pour organiser la vie de la société. Donc, elles doivent être respectées de manière obligatoire. Quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, moi je vais respecter la loi 1, mais la loi 2, donc je ne la respecte pas. Et généralement, on distingue parmi les règles de droit des règles de droit impératives et des règles de droit supplétives. Alors, je vous explique. Quand on parle de règles de droit impératives, ce sont des règles qui s'imposent aux personnes et ces personnes ne peuvent pas les écarter, même par un accord. Donc, ça veut dire, même s'ils vont essayer de négocier, faire un accord, ils ne peuvent pas changer ces règles impératives. Certaines d'entre elles ont pour but généralement de protéger l'ordre public, par exemple. Par exemple, si on parle de la loi qui fixe le montant du salaire minimum obligatoire, ce qu'on appelle le SMIC. La règle de droit qui oblige par exemple un père à verser une pension alimentaire à sa femme et à ses enfants. Là, c'est des règles de droit obligatoires, donc impératives, à partir desquelles, disons, un père ne peut pas aller négocier par exemple avec un juge et lui dire « Ah oui, voilà, moi j'ai pas envie de respecter cette loi, est-ce que vous m'autorisez ?» Là, tout le monde est censé, bien, est dans l'obligation de respecter ce type de règles. Maintenant, si on essaye de voir un peu les règles de loi supplétive. Donc, ce sont des règles qui laissent une certaine liberté de choix aux individus. Ça veut dire qu'elles s'imposent s'il n'y a pas d'accord contraire à elles entre les parties. Ça veut dire, imaginons qu'il y a deux personnes. Si elles n'arrivent pas à un accord, cette règle de loi va s'imposer à eux. Par contre, si elles arrivent à un accord qui n'est pas en contradiction avec la loi, ils peuvent ne pas respecter les règles de cette loi. Donc, comme on l'a dit précédemment, les règles de droit sont obligatoires et les personnes qui ne la respectent pas s'exposent à des sanctions. La sanction, généralement, elle peut prendre plusieurs formes. Donc, il faut savoir que la sanction de la règle de droit signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il y a une possibilité d'exiger à une personne l'application de la règle de droit et de la respecter. Moyennant aussi d'autres tâches supplémentaires qu'elle sera obligée d'effectuer si elle ne l'a pas respectée de manière volontaire. Donc, la sanction généralement peut prendre plusieurs formes. Alors, selon le type de règle ou de loi qui exige cette sanction. Alors, la première forme de sanction, c'est ce qu'on appelle l'exécution. Exemple, par exemple, un créancier. Est-ce que vous savez c'est quoi un créancier? Si quelqu'un ne sait pas, qu'il envoie un message ou bien qu'il le dise. D'accord. Alors, quand on parle de créancier, vous savez que un créancier, ça veut dire c'est quelqu'un qui vous a prêté de l'argent et qui vous doit de l'argent, à qui vous n'avez pas remboursé. Est-ce que c'est clair, c'est quoi un créancier? D'accord. Ok. Donc, un créancier, c'est quelqu'un qui vous a prêté de l'argent auquel vous n'avez pas remboursé. Donc, quand on parle de la sanction qui est l'exécution, ça veut dire la loi peut faire en sorte que le créancier puisse exiger, par voie de justice, le paiement de la dette par la personne endettée. Imaginons que vous ayez acheté quelque chose d'un magasin et que vous aviez convenu avec le magasin ce qu'on appelle par exemple le paiement par facilité. Vous savez qu'il y a des magasins qui font ça. Et qui vous a exigé un paiement en 3 tranches et qu'il vous a remis votre marchandise. Vous avez payé la première tranche, vous avez payé la deuxième tranche et vous n'avez pas payé la troisième. Et il vous a appelé à plusieurs reprises, vous ne répondez pas, donc il peut vous attaquer en justice et exiger que vous payiez la troisième tranche. Et la justice va vous obliger à payer la troisième tranche, soit en bloquant vos comptes bancaires, soit en faisant automatiquement un virement à partir de votre compte bancaire, etc. Donc là, la justice a plusieurs moyens pour vous obliger à rembourser votre dette. La deuxième forme que peut prendre la sanction, c'est ce qu'on appelle la réparation. La réparation, peut être quoi? Ça peut être par exemple une demande de dédommagement.
Imaginons que vous n'avez pas payé le magasin. Le magasin avait besoin de cet argent pour faire une transaction et il n'a pas pu la faire à cause de vous. Donc, le fait de le rembourser uniquement ne va pas réparer les dommages qu'il a subis. Donc, lui, via la justice, il peut exiger une réparation. Ça veut dire quoi? Un dédommagement à cause du retard que vous avez fait. Tout simplement parce que vous avez causé des dégâts en ne respectant pas vos engagements contractuels. Un engagement contractuel veut dire un engagement établi par voie de contrat. La troisième forme que peut prendre la sanction, c'est ce qu'on appelle la punition. Alors, on trouve généralement cette punition dans le droit pénal principalement. Qui dit droit pénal, c'est ce qu'on appelle le code pénal, c'est là où on définit les sanctions qui sont effectuées pour le droit, tout ce qui est criminel, tout ce qui est délit, crime ou contravention. Par exemple, pour les punitions, vous avez ce qu'on appelle les amendes. À titre d'exemple, la chose dont tout le monde parle ces derniers temps, si vous ne portez pas votre bavette, votre masque, vous risquez une amende de 10 000 dinars. L'amende est considérée comme une punition parce que vous n'avez pas respecté une obligation légale. La punition peut être aussi l'emprisonnement. Et là, vous allez remarquer par la suite que la sanction va différer selon la gravité de l'infraction que vous avez commise. Pour certaines infractions, ça peut être une simple amende. Par exemple, les amendes que vous allez payer en cas où vous allez enfreindre le code de la route. Ou pour des infractions plus graves, ça peut être des peines de prison. Par exemple, si vous volez, vous partirez en prison. Si vous tuez quelqu'un, vous allez partir en prison, etc. Il faut savoir aussi que les règles de droit, dans l'absolu, vont se diviser en deux branches principales. Ce qu'on appelle le droit public et le droit privé. Alors, quand on parle de droit public, ça veut dire qu'on va s'occuper de tout ce qui est organisation de l'État et des collectivités publiques. Les collectivités publiques, ça veut dire les APC, les daïras, les wilayas, donc tout ce qui est organisme propre à l'État. Et de leurs relations avec les personnes particulières, donc leurs relations avec le citoyen, les entreprises, etc. Le but généralement du droit public, c'est l'intérêt général. Même si souvent on remarque que l'intérêt public et l'intérêt individuel peuvent se mêler. Donc des fois, ils peuvent se rapprocher. Dans le droit public aussi, on peut avoir plusieurs sous-branches. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le droit constitutionnel. On peut avoir le droit administratif, comme on peut avoir le droit international public. Je pense qu'il est préférable que je vous fasse un partage d'écran et par la même occasion que je puisse prendre des notes que je vais vous afficher. En fait, pour ce cours, il va y avoir un support de cours, ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'enregistrer, donc vous allez avoir l'enregistrement. Donc, pas de souci. Accordez-moi 2 secondes, le temps de faire uniquement le partage. Non, la dernière fois, il n'y a pas eu d'enregistrement, c'était votre faute. Hein. Que les choses soient claires. Je vous ai prévenu que sur Google Meet, il n'y a pas d'enregistrement et c'est vous qui avez demandé à ce qu'il y ait Google Meet. Pour enregistrer sur Google Meet, il faut payer, généralement. Alors. On disait qu'en matière de droit, nous avons deux branches. Ce qu'on appelle le droit public et nous avons ce qu'on appelle le droit privé. Quand on parle de droit public, nous avons dit nous avons le droit constitutionnel. Alors, on va commencer par le droit constitutionnel. Donc, le droit constitutionnel, c'est quoi? Ce sont les règles qui vont concerner l'organisation de l'État. Ces règles, généralement, on va les trouver dans la Constitution et dans les lois qui se rattachent à cette Constitution. Par exemple, le fait de dire nous sommes une république démocratique, populaire, patati patata.
Nous avons un président, nous avons un premier ministre, nous avons un parlement. Donc là, on est en train de, nous avons un conseil constitutionnel, etc. Donc là, on est en train de définir l'organisation de l'État. L'État, comment il est organisé? Quelles sont les structures de cet État? Nous avons aussi ce qu'on appelle le droit administratif. Alors, quand on parle de droit administratif, il faut savoir que c'est tout simplement un prolongement du droit constitutionnel. Pourquoi? Parce que dans le droit administratif, nous allons trouver les règles qui vont organiser les administrations et les services publics, ainsi que la relation qu'ils vont avoir avec les particuliers. Qui peut me donner un exemple d'un service public? Service transport, monsieur. Par exemple, quoi d'autre? La santé, sonner le gaz, Euh, et les mairies, c'est le service public. administration, c'est aussi. C'est un service public. Tout ce qui rend un service aux citoyens offert par l'État à titre gracieux est un service public. Maintenant, le service public, dans certains pays, il peut être payant. D'accord? Si je prends le cas de Singapour, là on va ouvrir une petite parenthèse. Singapour est un pays où le service public est classé numéro 1 par excellence dans le monde. Seulement, si vous, Singapour est catégorisé comme étant un paradis fiscal. Pourquoi c'est un paradis fiscal? Parce que vous soyez citoyen, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez commerçant, vous ne paierez pas d'impôts. Chez eux, personne ne paye d'impôts. Donc, pas de prélèvement sur salaire pour les impôts. Vous êtes commerçant, faites du commerce autant que vous voulez, vous payez zéro impôt. Seulement, dans un État pareil, quand on ne paye pas d'impôts, l'État n'a pas de ressources. Donc, pour que l'État puisse avoir des ressources, le service public devient payant. Qui dit service public payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ne fera rien gratuitement pour le citoyen. Si vous partez par exemple bon, chez eux, vous ne partez pas. Vous demandez par Internet un extrait de naissance, vous payez pour avoir votre extrait de naissance, il est payant. Pourquoi? C'est un service. Et tout service mérite rémunération. Vous voulez étudier dans une école primaire, vous payez pour étudier. Sinon, l'État n'a pas de quoi payer l'enseignant. Je sais pas moi, vous voulez marcher dans vous voulez aller prendre votre voiture, aller dans la rue, vous payez. Pourquoi? L'utilisation de la rue est payante. Vous jetez vos ordures dans La rue? l'État va peser les ordures que vous allez jeter chaque jour et vous payez selon le poids des ordures que vous allez jeter. Pourquoi? Parce que le service de nettoyage n'est pas gratuit. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a deux catégories de services publics. Il y a le service public, ce qu'on appelle full free, donc complètement gratuit. Et vous avez le service, ah oui, bon, parlons français, désolé. Et vous avez le service public payant, où là, vous ne payez pas de taxes, mais vous payez chaque prestation fournie par l'État. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des systèmes mixtes, où vous avez certains services publics sont payants et d'autres sont gratuits. Et là, il y a une modération de détaxe. Alors, généralement, il faut savoir que le droit constitutionnel et le droit administratif dont on vient de discuter maintenant constituent ce qu'on appelle le droit public interne. Pourquoi? Parce qu'il s'applique à l'intérieur du pays. Donc, ces deux-là s'appliqueront à l'intérieur de votre pays. Donc, ils ne peuvent pas s'appliquer, par exemple, dans vos relations avec un pays tiers. C'est pour cela que nous avons ce qu'on appelle le droit international public, qui est la troisième branche du droit public. Donc, le droit international public, c'est quoi? Ce sont tout simplement les règles qu'un gouvernement va utiliser pour gérer ses rapports avec les autres pays, donc avec les autres États. Généralement, on le trouve où? Dans tout ce qui est traités et conventions internationaux. Généralement, il y a toujours des conventions entre les pays sur lesquelles ils vont s'entendre sur certaines choses. On vous dit aussi que le droit international public va définir le fonctionnement des organisations internationales, par exemple comme le fonctionnement des Nations Unies. Donc tout ce qui est fonctionnement des Nations Unies fait partie du droit international public.
Par exemple, l'Algérie possède des conventions avec la France, elle possède des conventions avec la Tunisie. Si on prend le cas de la Tunisie, par exemple, en vertu des conventions que l'Algérie a avec la Tunisie, un Tunisien peut venir en Algérie et travailler normalement. Il peut venir ouvrir une entreprise en Algérie. Par contre, un Algérien, s'il part en Tunisie, n'a pas le droit d'ouvrir une entreprise. Il a besoin d'une autorisation. Ça, c'était une concession d'abruti qui a été faite par l'État algérien, soi-disant pour aider la Tunisie qui est plus développée économiquement que l'Algérie. Ça, c'est un exemple de, de droit international public qui se matérialise via une convention entre deux pays. Vous avez par exemple les accords qui lient l'Algérie à la France qui ont été négociés lors des accords d'Évian. Maintenant, on passe à la deuxième branche du droit, ce qu'on appelle le droit privé. Donc, on avait vu le droit public qui est composé de trois branches. Maintenant, on va voir le droit privé. Alors, le droit privé, c'est quoi? Alors, le droit privé, généralement, s'occupe des particuliers et des relations qu'ils ont entre eux, dans le but de sauvegarder les intérêts de chaque personne. Donc, de la même manière, le droit privé possède des branches. Alors, la première branche du droit privé, c'est ce qu'on appelle le droit civil. Alors, le droit civil, c'est quoi? Il faut savoir, le droit civil a été longtemps dans ce qu'on appelle le droit commun privé. Ça s'explique uniquement par le fait qu'il est la branche la plus ancienne du droit. Donc, c'est la première branche du droit qui est apparue quand on a commencé à faire des lois. Il faut savoir que les règles de droit civil qu'on trouve principalement dans un document qu'on appelle le Code civil, au fait, si vous voulez télécharger des lois, des codes, etc., il suffit d'aller vers ce site. www.joradp.dz. Je vais vous l'afficher tout de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle le site du secrétariat général du gouvernement. Alors, ce que vous trouverez à l'intérieur, vous avez ici la Constitution que vous pouvez lire. Vous avez les différents codes à ce niveau-là. Donc, le code civil, le code des procédures administratives, le code du commerce, code de la famille. Donc, pratiquement tous les codes qui régissent le fonctionnement de l'État algérien, qu'il soit de droit privé ou bien de droit public. En même temps, si vous avez besoin de chercher une loi en particulier, vous pouvez partir soit vers les journaux qui sont là. Donc, vous avez tous les journaux officiels par année. Soit vous faites une recherche en utilisant ce moteur de recherche, en donnant un mot-clé ou bien le numéro de la loi ou autre. Ça, on le verra en détail la prochaine fois. Enfin, les prochaines fois, probablement. Donc, de manière générale, quand on parle de règles de droit civil, on les trouve principalement dans le Code civil, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui va contenir toutes les règles qui concernent l'individu dans la société. Par exemple, le nom de la personne, son domicile, ses rapports avec les autres personnes, avec sa famille, sa propriété, quels sont les droits d'un enfant vis-à-vis de son père. Donc, tout ce qui régit l'individu ou la personne en elle-même. Nous avons aussi une autre branche du droit privé, c'est ce qu'on appelle le droit commercial. Alors, quand on parle de droit commercial, il faut savoir que le droit commercial, avant, il était confondu avec le droit privé. Par la suite, le droit commercial s'est détaché du droit privé pour répondre aux besoins et aux impératifs du monde commercial et de ses opérations. On trouve généralement des droits de règles commerciales dans ce qu'on appelle le Code du commerce. Et comme son nom l'indique, il définit toutes les relations commerciales, donc les relations entre deux commerçants, entre l'acheteur et le vendeur, les obligations d'un commerçant, comment sauvegarder la marchandise, les obligations d'étiquetage, par exemple les obligations d'affichage de prix. Donc tout ça, on le trouvera dans le droit commercial.
Une troisième branche du droit privé, nous allons avoir ce qu'on appelle le droit mixte. Alors, le droit mixte, généralement, on vous trouverait dedans ce qui appartient au droit public et privé. Généralement, vous ne trouverez pas trop de documents qui parlent de ça, mais c'est les parties qui appartiennent aux deux, qui peuvent être confondues entre les deux droits. La quatrième branche, c'est ce qu'on appelle le droit pénal. Alors, quand on parle de droit pénal, alors c'est l'un des droits les plus importants et il va définir les infractions et leurs sanctions. Donc, vous allez le trouver dans le site de tout à l'heure, c'est le code pénal. Vous allez trouver toutes les infractions et les sanctions. Il faut savoir que le droit pénal fait partie du droit mixte. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il traite de droit public, parce que c'est vos relations avec l'administration, avec l'État, et en même temps, c'est l'État qui va vous imposer à vous en tant qu'individu des sanctions, ou bien elle va définir les infractions que vous risquez de commettre. Nous avons aussi ce qu'on appelle le droit processuel. Et lui, il va déterminer les procédures à suivre dans la justice et l'organisation de la justice. Donc là, on distinguera dans le droit processuel deux branches, ce qu'on appelle les procédures civiles et les procédures pénales et administratives. Donc là, vous avez les procédures civiles et vous avez les procédures pénales et administratives. Alors, les procédures civiles, c'est tout simplement les procédures quand une personne attaque en justice une autre personne pour quelque chose qui n'est pas pénal. Par exemple, vous attaquez en justice un voisin qui a empiété sur votre propriété. Vous attaquez en justice un voisin pour tapage nocturne. Ça, c'est du droit civil. Le droit pénal et administratif, c'est quand vous allez enfreindre des dispositions du code pénal en lui-même. Donc, par exemple, vous avez commis un crime. Là, vous êtes dans le droit pénal. Dans le droit administratif, c'est quand vous êtes en litige avec une administration de l'État. Alors, il nous reste encore deux branches du droit civil. Nous avons ce qu'on appelle le droit social. Et là aussi, vous allez trouver deux branches. Vous allez trouver ce qu'on appelle le droit du travail. Et c'est là que vous allez trouver tous les articles de loi qui définissent la relation entre employeur et employé. Et vous avez le droit de la sécurité sociale. Donc là, vous allez trouver tous les textes de loi qui régissent votre relation avec la CNAS, comme quoi vous devez avoir une sécurité sociale, comment on se fait le remboursement, le droit au congé maladie, etc., etc. Et nous avons comme dernière branche ce qu'on appelle le droit international privé. Alors, le droit international privé, son rôle, c'est tout simplement de déterminer le droit applicable dans la relation entre deux personnes de pays différents. Nous avons vu tout à l'heure le droit international public, on avait dit qu'il régit la relation entre deux pays. Le droit international privé régit la relation entre des individus qui appartiennent à deux pays différents. Vous allez me dire dans quel cas il peut y avoir de telles relations. Par exemple, on a qui ici? Ziani Mohamed Riyad va se marier avec je sais pas moi, une Espagnole. Donc, comment se fera le mariage entre ces deux personnes? Quelle est la procédure à suivre? En cas de divorce, le divorce sera prononcé de quelle manière? S'ils ont des enfants, les enfants auront quelle nationalité? Etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit international privé. On peut prendre un autre exemple. Supposons que Mademoiselle Akroum soit en relation commerciale avec un Égyptien
Donc, elle lui a vendu quelque chose ou elle a acheté quelque chose de cette personne. Dans ce cas-là, comment se fera la transaction commerciale? S'il y a un conflit qui va trancher, est-ce qu'elle va aller voir un tribunal algérien? Est-ce qu'elle devra voir un tribunal égyptien ou bien un tribunal d'un autre pays? Ou bien est-ce que c'est un tribunal international? Donc tout ça sera régi par le droit international privé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, on a parlé tout à l'heure du droit objectif. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? Monsieur, Oui, allez-y. j'ai une question par rapport au droit international privé. Est-ce que le travail à distance est concerné par ce droit aussi? Oui. D'accord, merci. Alors, cependant, il faudra. Bon, la question que vous posez, c'est par rapport aux autres pays ou par rapport à l'Algérie? Oui, c'est par rapport à l'Algérie, soi-disant, quelqu'un qui travaille Alors, de l'Algérie avec nous. l'Algérie, malheureusement, c'est un cas très flou, compliqué, etc. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, actuellement, le travail à distance n'est pas réellement réglementé. Ce n'est que récemment, avec l'histoire du Covid, qu'il y a eu quelques petits textes embryonnaires qui traitent, disons, de travail à distance. Maintenant, le travail à distance à l'étranger. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de texte de loi qui parle de ça. Logiquement, il est censé être géré par le droit international privé, mais malheureusement, il n'y a pas de texte qui le régisse. Au sens de de la législation algérienne, soit vous êtes en Algérie, donc vous travaillez en Algérie, soit vous êtes à l'étranger, donc vous travaillez à l'étranger, là, les lois algériennes ne s'appliquent pas à vous. Soit vous êtes en Algérie et vous travaillez auprès d'une multinationale ou bien d'une société étrangère, et dans ce cas de figure, c'est le droit algérien qui est applicable. Mais le cas de figure où vous êtes en Algérie et que l'employeur est à l'étranger, il y a uniquement un seul cas de figure par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle les bureaux de représentation, où la loi dit que voilà, vous appartenez à un bureau de représentation, donc vous êtes régi par le droit international privé. Mais si vous êtes en Algérie et que la société est à l'étranger, là, réellement, il n'y a aucun cas qui traite ça, notamment par rapport à la rémunération. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du problème qu'ont eu plusieurs blogueurs algériens et youtubeurs algériens qui, eux, publiaient du contenu sur YouTube. Donc, ils avaient de la pub. Et vous savez que Google, généralement, quand vous atteignez un certain seuil d'audience, vous générez de la pub, on vous rémunère par rapport à ça. Donc, et Google a une politique qui est assez restrictive. Il vous dit, si vous êtes en Algérie, je ne vire pas votre argent vers un compte qui se trouve dans un pays tiers. J'envoie votre argent vers le pays dans lequel vous êtes. Et beaucoup de personnes ont eu un problème que quand Google virait de l'argent, l'argent était rejeté par la Banque d'Algérie. Pour une raison très simple, il disait, quel est le motif de l'envoi de cet argent? Donc les gens se déplaçaient vers la Banque d'Algérie en disant, voilà, on travaille chez Google. Ils leur disent, donnez-nous un certificat de travail. Oui, mais on ne travaille pas dans le sens travailler. Il leur expliquait tout. La Banque d'Algérie leur dit, mais il n'y a pas de loi qui parle de ça. Je ne sais pas comment faire, donc je rejette l'argent. Par la suite, les choses ont un peu évolué. Donc les gens se faisaient payer via Western Union, donc ce qu'on appelle un transfert de fonds, qui se faisait vers un compte devise qui était établi en Algérie. Ça a marché un certain temps. Ensuite, les gens ont eu encore d'autres problèmes où le Western Union refusait en disant oui, mais moi, comment je justifie ça vis-à-vis de la Banque d'Algérie? Sincèrement, au bout d'un certain moment, j'ai arrêté de suivre cette histoire parce que ça n'avait ni queue ni tête. Mais je pense qu'ils sont arrivés à un compromis. Ils ont trouvé un subterfuge pour que les gens puissent se faire payer. Mais comment ils ont fait, sincèrement, aucune idée. Il va falloir se renseigner sur la question. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. Par contre, si vous faites du télétravail, la meilleure solution à faire, vu l'état actuel des choses, c'est d'avoir un compte à l'étranger, de vous faire payer là-bas. Et à partir du compte que vous avez à l'étranger, vous pouvez faire des virements vers votre compte en Algérie. Là, ça ne posera aucun problème. Pourquoi? C'est un virement d'un particulier à un autre particulier. Vous pouvez mettre n'importe quel motif, remboursement, prêt, etc. Et là, ça passe comme une lettre à la poste. Très bien, merci encore. Je vous en prie. Alors,
Alors, on parlait alors, vu qu'on a fini ça, on va essayer de voir un peu le droit objectif. Bon, là, on va laisser ça. Alors, la question qu'on se pose, le droit objectif, d'où est-ce qu'il vient? Quelles sont les sources écrites du droit objectif? Alors, il faut savoir qu'en premier lieu, l'une des premières sources, c'est la Constitution et son préambule. Alors, la Constitution, comme on l'avait dit tout à la dernière fois, elle contient des valeurs et des règles qui doivent exister dans un état de droit. La Constitution algérienne se composait de 4 titres. Enfin, je ne sais plus maintenant avec quelle Constitution ils sont, mais bon, on s'en fout. Alors, le premier titre, c'est les principes généraux qui régissent la société algérienne. Donc, ça parlait c'est quoi l'Algérie, c'est quoi le peuple, c'est quoi l'État, c'est quoi le pouvoir et les libertés, et c'est quoi les devoirs. Il y avait un deuxième titre dans la Constitution qui, lui, parlait de l'organisation du pouvoir. Donc, c'est quoi le pouvoir exécutif, c'est quoi le pouvoir législatif, et c'est quoi le pouvoir judiciaire. Il faut savoir que dans tout État, nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui se matérialise par le gouvernement. Donc c'est celui qui exécute les choses. Le pouvoir législatif, c'est censé être le pouvoir qui définit la législation, donc qui définit les lois. Donc généralement, c'est les assemblées élues. Donc ça peut être le Parlement ou le Sénat. Et nous avons le troisième pouvoir dans tous les pays qui est le pouvoir judiciaire, donc qui est la justice. Dans plusieurs paradigmes, on vous dit qu'il est strictement obligatoire qu'il y ait une séparation entre les 3 pouvoirs, entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, afin de ne pas concentrer tout le pouvoir auprès d'une seule personne. Pourquoi? Pour qu'on soit dans un état de droit et que chaque personne puisse être contrôlée par quelqu'un d'autre. Imaginez que vous avez un président qui est à la tête de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. Est-ce qu'il pourra être jugé? Non. Est-ce qu'il pourra être destitué? Non. Et c'est lui qui décidera de tout. Par contre, dans des pays où vous avez une séparation entre les 3, le pouvoir judiciaire peut attaquer en justice le pouvoir législatif et exécutif. Il pourra les destituer, les relever de leurs fonctions. Le pouvoir exécutif, s'il juge que le pouvoir judiciaire est en train de dévier, disons, du droit chemin, il peut utiliser des lois pour exécuter contre lui des sentences définies par les textes des lois. Le pouvoir législatif aussi peut agir de manière indépendante en créant des lois qui ne sont pas faites sur mesure pour le pouvoir judiciaire ou bien pour le pouvoir exécutif. C'est pour cela qu'on vous parle de la séparation des 3 pouvoirs. Pour revenir vers la Constitution algérienne, le 3e tiré parle du contrôle et des institutions consultatives et le 4e tiré qui parle de la révision constitutionnelle. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut revoir la Constitution quand on a envie de la revoir. Alors, il faut savoir que la Constitution est le plus haut degré de la hiérarchie en termes de loi, et c'est le Conseil constitutionnel qui est généralement chargé de contrôler si les lois sont conformes à la Constitution du pays ou non. Alors, on avait dit qu'en termes de texte législatif, le plus haut niveau, c'est la Constitution. On va noter ça. Si on essaie de faire la hiérarchie donc, le numéro 1, nous avons la Constitution. Le numéro 2, nous avons ce qu'on appelle les lois organiques. Alors, par loi organique, c'est quoi? Il faut savoir que les lois organiques sont considérées comme des lois supérieures aux lois ordinaires. Pourquoi? Parce que c'est des lois qui sont là pour compléter la Constitution et qui vont préciser certains points qui ont été cités dans la Constitution. Le 3e niveau, nous avons ce qu'on appelle les traités internationaux.
Alors, une fois soit signé et ratifié, ils sont traités, ils sont publiés dans le journal officiel et ils sont à la troisième position en termes d'importance et de priorité après la Constitution et les lois organiques. À la quatrième position, vous avez ce qu'on appelle les lois ordinaires. Ça veut dire qu'une loi ordinaire ne peut pas contredire un traité international qui a été signé. Un traité international, on ne peut pas le signer s'il est en contradiction avec une loi organique ou avec la Constitution. Une loi organique ne peut pas être en contradiction avec la Constitution. Donc les lois ordinaires, ce sont les lois qui vont émaner du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Conseil de la Nation. Alors, qui peut proposer des lois? Il faut savoir que les lois sont proposées généralement. Attendez, je recherche ma souris. Alors, les lois sont proposées par les députés ou bien le Premier ministre. Maintenant, la loi peut avoir aussi des sources non écrites. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu. Bon, la hiérarchie des textes à l'origine du droit objectif. Donc là, on rajoute que c'est des textes écrits. Maintenant, la loi peut être créée peut émaner, disons, de textes non écrits. Alors, la première source, alors, on va noter source non écrite du droit. Alors, une des premières sources, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? Non. Moi aussi, dans les films. Essayez de vous rappeler tous les films qui parlent de tribunal, de jugement, etc. Alors, dans la jurisprudence, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions qui ont été rendues par des juridictions dans des cas précis où un juge donne une solution ou une interprétation à une règle. Imaginons qu'il y avait un problème qui a été posé devant un tribunal et que la loi n'était pas claire là-dessus. Et que c'est arrivé jusqu'à la Cour suprême et qu'un juge a donné une interprétation à cette règle et qu'il a appliqué la loi en fonction de cette interprétation. Cette interprétation fera office de jurisprudence. Ça veut dire que par la suite, les autres juges qui viendront après lui vont appliquer l'interprétation qui a été faite par ce juge. Est-ce que c'est clair? C'est quoi la jurisprudence? Oui. Ok. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la coutume. Alors, la coutume, c'est quoi? C'est tout simplement un usage qui est répété par un grand nombre de personnes. Cet usage va être considéré comme obligatoire par ces personnes. À titre d'exemple, là, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que la femme porte le nom de son mari? Qui a une réponse? Je parle de toute la planète, hein, pratiquement. Hein. Je ne parle pas d'Algérie. Azouz, à votre avis? Azouz Yamina. Alors, je vois que quelqu'un m'a parlé d'éducation, de cours religieux. Monsieur, Oui? c'est peut-être parce que avant la femme n'avait pas de droits. Du coup, les droits qu'avait son mari sont applicables pour elle. C'est pourquoi elle porte le nom de famille de son nom. D'accord, c'est une interprétation. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce que ça se fait. C'est par habitude. Parce que tout simplement, au Moyen Âge, comme l'a dit votre camarade, les femmes avaient beaucoup moins de droits que les hommes. Donc, il suffisait qu'un noble prenne une femme sous son aile pour qu'elle porte son nom. Et c'est une tradition qui s'est perpétuée. Donc, par la suite, quand il y a eu des lois,
Les gens se sont dit, mais depuis toujours, la femme porte le nom de son mari. Eh bien, on écrira ça dans la loi. C'est bon. La femme doit porter le nom de son mari dorénavant parce qu'on l'a toujours fait et qu'on ne sait pas pourquoi est-ce on fera pas ça. À vrai dire, le raisonnement, c'était ça. On l'a toujours fait. Pourquoi changer? Il n'y avait pas un avis contraire, donc ils l'ont mis noir sur blanc dans des lois. Ça, c'est un exemple de coutume. Alors, le troisième point, c'est qui est à la source du droit objectif, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Alors, la doctrine, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'opinions et des écrits faits par des personnes professionnelles du droit. Ça peut être des professeurs de droit, ça peut être des avocats, ça peut être des magistrats. Et ils l'ont fait sur des points de droit précis. Donc, il y avait un problème de droit. Il y a eu des écrits là-dessus, par exemple des thèses, des articles. Et il y avait beaucoup d'opinions qui convergeaient dans le même sens. Donc, on appelle ça la doctrine. Et donc, la loi peut s'inspirer de ces doctrines qui a été faite par des gens experts dans le domaine. Alors, la question que je vous pose, une loi, quand est-ce qu'elle devient obligatoire? Quand est-ce qu'elle entre en vigueur, disons? Ou bien qu'elle devient obligatoire? Lorsqu'elle est publiée. D'accord, effectivement. Alors, il faut savoir qu'une loi, pour devenir obligatoire, elle doit passer par deux étapes essentielles. D'abord, ce qu'on appelle la promulgation. Alors, la promulgation, c'est quoi? C'est ce qui rend la loi exécutable et obligatoire par les autorités de l'État. Mais là, elle n'est pas obligatoire pour les particuliers. Ça veut dire, une fois qu'une loi est promulguée, elle est obligatoire pour l'État, mais pas pour les citoyens. Là, il faut savoir qu'une loi, elle est votée par le Parlement et elle est promulguée par décret présidentiel. Donc, par la suite, il va y avoir des règlements et des ordonnances qui vont être signés par le président. Seulement, ce n'est qu'une fois qu'elle va subir la phase numéro 2, qui est la publication, dans le journal officiel, que la loi devient obligatoire même pour les citoyens. Il faut savoir que quand on voit une loi, elle indique souvent la date de son entrée en vigueur. Mais si elle ne l'indique pas, elle ne rentrera en vigueur à Alger uniquement un jour après la publication dans le journal officiel. Dans certaines lois, vous allez trouver un article qui vous dit que cette loi rentre en vigueur, par exemple, 30 jours après sa publication. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens, par exemple, de prendre leurs dispositions. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, il y a eu une loi qui a été publiée concernant l'urbanisme, dans laquelle on disait toute bâtisse qui n'est pas conforme sera démolie par l'État et les gens disposent d'un délai de 2 ans pour se conformer. La loi rentrera en vigueur 2 ans après sa publication. Bon, il n'a jamais été appliqué parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas l'appliquer, enfin, pour des différentes raisons. Mais là, c'est un exemple où la loi définit elle-même quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur. Si cet article ne figure pas, généralement toutes les lois rentrent en vigueur tout simplement un jour après leur publication. Donc si elle est publiée aujourd'hui, elle rentre en vigueur à partir de demain. Alors, dans le cycle de vie d'une loi, il y a une troisième phase qu'on appelle l'abrogation. Alors, l'abrogation, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement la suppression d'une loi. Donc, une loi, comment est-ce qu'elle est abrogée? Soit de manière expresse, soit de manière tacite. De manière expresse, ça veut dire tout simplement, il y a une loi qui est publiée qui dit la loi numéro 2005 est abrogée. Donc, c'est dit clairement par un texte clair. C'est ce qu'on appelle l'abrogation expresse. Soit elle est abrogée de manière tacite, ça veut dire tout simplement qu'il y a une autre loi qui a été énoncée, publiée, dont les règles sont complètement contraires à l'ancienne loi. Et là, en Algérie, vous en trouverez énormément. Des lois qui contredisent d'autres lois, donc automatiquement, l'ancienne loi n'a plus de valeur, donc les gens vont l'oublier.
Est-ce que c'est clair pour tout ce qui est droit objectif? Monsieur, Oui. vous pouvez répéter l'abrogation quand est-ce que genre Alors, tâche un livre. j'ai dit l'abrogation, il y a deux types d'abrogation. Il y a ce qu'on appelle l'abrogation express. Donc, l'abrogation express, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un texte de loi qui a été publié dans lequel il est écrit que telle loi est abrogée. Donc, c'est clair, net et précis. Il y a maintenant l'abrogation tacite. L'abrogation tacite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre loi qui a été publiée, qui ne fait pas du tout référence à une ancienne loi, mais dont les règles énoncées par la nouvelle loi sont contraires à celles énoncées par l'ancienne loi. Donc, elles les contredisent. Donc, Donc la automatiquement, nouvelle, la nouvelle fait foi par rapport à l'ancienne. ok, monsieur. Bon, ce n'est pas très logique comme approche, mais malheureusement, cette approche est souvent utilisée en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas abroger entièrement l'ancienne loi. Il y a certains articles qui les dérangent, donc ils vont faire une nouvelle loi qui contredise les anciens articles, qui les dérangent, mais les autres articles qui ne dérangent pas vont rester de vigueur. Donc vous, si vous ne connaissez pas bien les lois, toutes les lois, vous allez lire l'ancienne loi, vous allez dire voilà, je l'applique. Le jour où vous irez pour l'appliquer, on va vous dire oui, mais il y a une nouvelle loi qui contredit tel et tel article. Vous leur dites alors j'annule tout. Non, 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 non. L'article 1, 2, 3, 4, 5 sont applicables, 6, 7 non, 9, 10 applicables, 11, 13 non, 14, 15 applicables. Mais après, vous allez dire, mais comment je vais savoir? Il faut vous dire, revoyez telle loi, telle loi, telle loi, comparez, vous allez trouver que tel article contredit tel. Donc, c'est vraiment un travail de recherche fastidieux que vous allez devoir faire pour pouvoir savoir quels sont les articles applicables ici et les articles non applicables par là. C'est pour ça que généralement on vous dit que les entreprises se font toujours aider par ce qu'on appelle des conseillers juridiques. Donc c'est des gens qui ont fait une formation en droit et qui font de la veille en matière de droit. Donc à chaque fois qu'une loi est publiée, ils font le suivi. Donc ils sont au courant de ce qui est applicable par-ci et par-là. Comme vous devez faire de la veille en matière de sécurité parce que vous êtes spécialisé en sécurité. Eux, ils sont spécialisés en droit. Alors, si c'est bon, je pense qu'on va passer vers les notions de droit subjectif. On passe vers le droit subjectif, vous êtes fatigué? À vous de me dire, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu saoulant ce genre de cours, hein. J'attends une réponse de votre part, soit par chat, soit par voix vocale. Bon, je m'adresse au délégué. Hamadash. Lucie, Oui. on continue ou ça vous a déjà saoulé? Bon, À vous de me dire. à eux de me dire. Ben, communiquer. Bon, moi je continue. Alors, les droits subjectifs. Si vous voulez arrêter, vous me dites, hein. Alors, tout à Ouais, l'heure- ils veulent arrêter. alors, il y a uniquement Mellah qui veut arrêter. Mellah a toujours été feignant. Bon, les autres, vous voulez. Alors, on va poser. Azos, vous voulez arrêter ou continuer? Azos, Ah non, non, ils veulent bien arrêter. vous êtes sûr? Oui. Ok, parfait. Donc, on arrête pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on enchaîne avec le droit subjectif. D'accord. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu emmerdant. Attendez, j'arrête l'enregistrement avant de dire des bêtises. C'est vrai que le cours d'aujourd'hui n'était pas de tout repos parce que, bon, c'est des notions de droit assez générales.